Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro du décryptage de l'actualité de la semaine avec bien sûr notre consultant politique maison, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Jésus-Christ, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir, comme chaque dimanche soir, avec plusieurs sujets à aborder pour éclairer de votre lanterne l'opinion de nos nombreux téléspectateurs. Nous allons revenir un peu sur un des aspects du duel de ce dimanche, avec bien sûr comme point de mire la position ou la posture d'un de nos invités, l'ancien ministre Alain Diou, qui aujourd'hui émettait quelques inquiétudes sur l'installation de la nouvelle équipe à la direction générale des élections. Sur cet aspect, notamment, Agapit Napoléon Maforican, vous avez pu entendre Alain Diou, l'ancien ministre, dire que de façon précise, à la tête de la DGE, on a un acteur politique qui appartient à un des pouvoirs, enfin un des partis soutenant l'action du pouvoir en place, le parti BR pour être plus précis. Ça dérangerait lorsqu'on suit Alain Diou. Est-ce que c'est convaincant? Merci, bonsoir de voir tous nos téléspectateurs sur tous les canaux de diffusion de notre chaîne. Oui, on aurait peut-être pu dire un petit mot sur l'entretien. D'accord. On a fait l'entretien avec Alimantou Badaro de Bloc républicain, qui sans doute est revenu un peu sur, je ne sais pas si opportunément, et parler donc de la présence des femmes, des femmes BR par rapport aux législatives, des femmes BR par rapport au combat féminin globalement au niveau de la classe politique. Et c'est important peut-être de dire ou deux mots rapidement sur ça, parce que sur cet entretien, on est quand même resté un peu sur sa faim ou sur sa soif. D'autant que oui, les femmes sont capables, oui, il faut saluer les braves, mais concrètement, quel est le problème? Quel est le problème du militantisme féminin? Comment ça fonctionne au BR? Quelles sont les stratégies du BR pour conquérir les espaces? On n'a pas entendu ça. Ça n'a pas été, à mon avis, suffisamment clarifié. Oui, le chef de l'État, de sa volonté, a offert 24 par l'entremise des députés qui ont voté la loi sur cette discrimination positive, a offert 24 sièges aux femmes. Minimum. Oui, a offert. Absolument. D'accord, justement. A offert. Oui, le reste, elle devrait batailler. Voilà. Mais comment devrait-elle batailler pour le reste? Quelle est la logique du BR en la matière? Est-ce que le BR est prêt à positionner, par exemple, un tiers de femmes, tout au moins, comme tête de liste, dans les circonstances où il est sûr de gagner, deux tiers, un quart, la moitié? Est-ce que ça, on ne l'a pas eu comme donné? Et c'est quand même... on aurait aimé la voir, surtout qu'on est à la veille de la célébration donc, de la journée internationale de la liberté de la journée de la femme. Des droits de la femme. Est-ce que ça ne traduit pas? Et qui met l'accent sur l'égalité comme un axe essentiel donc, du développement durable. C'est un peu ça, un peu globalement le thème. Alors donc, on aurait dû la titiller un peu sur ce volet-là. Ça aurait pu être intéressant. Est-ce que ça ne traduit pas assez une certaine fébrilité des femmes politiques béninoises? Oui, fébrilité, bon, peut-être elle dira, mais on ne m'a pas posé aussi suffisamment de questions là-dessus. Donc, dans l'un sens ou dans l'un autre, disons que, bon, c'était deux femmes sur le plateau. C'est ça. Avec tout l'entre-gens donc, de notre concert d'Angèle Toboula. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une causerie entre deux dames, une causerie un peu trop, beaucoup trop correcte. C'est ça. Un peu comme des commères, un peu, bon, je ne sais pas dire qu'elles ont fait des commérages, mais un peu de commères, pour, c'était des hommes, je dirais, c'était de la roue en foi, j'ai pas envie d'utiliser l'expression, pour des dames. Donc, du coup, on a l'impression que c'était vraiment une vraie causerie de quartier. Ça aurait pu être un bon entretien. C'est ça. Et au-delà de cette question sur laquelle vous avez pu opiner, il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'installation donc de la direction générale des élections. Le tout premier directeur général des élections au Bénin est connu. On le connaît, je le disais tout à l'heure, il appartient au parti Bloc républicain. Est-ce que ça peut déranger?
Non, c'est un cadre, normalement. Un cadre politique. D'abord, militer est un droit personnel, un droit humain, est un droit. Chacun est libre d'appartenir à une organisation, quel qu'elle soit de son choix, tant que cette organisation reste dans la logique donc, de la dynamique républicaine et du vivre ensemble que nous défendons. Ensuite, il n'a pas été choisi comme représentant du bloc républicain. Il n'a pas été retenu comme militant, il a été retenu comme cadre. Pour être directeur général des élections, il y a des conditions. Et sans doute il a rempli ces conditions pour être là. Donc, il sera maladroit, il est maladroit de mettre devant son appartenance politique. Et je pense que le ministre Adiou, je pense qu'il n'a pas été faire en présentant la situation. Parce qu'il a évoqué son entretien privé avec le président de la Sénat. Oui. Alors, Sakalafia. Et donc, lui, membre du FCBE, il voudrait bien directeur général de la direction. Déjà, il a faussé la donne. Il sait bien que c'est un poste pour cadre. Il n'est pas moins cadre. Mais il a mis son appartenance politique devant. Et donc, il a faussé le jeu. Les textes n'ont pas parlé d'appartenance politique. Et l'évoquer est discriminatoire. Ah bon? Oui, c'est discriminatoire. Ce n'est pas une conditionnalité. Donc, du coup, l'évoquer, c'est comme si on dénigre quelqu'un. Il n'est pas dit que être militant est un critère d'annulation. Ou un critère de choix, ni un critère de non-choix, de non-poste, de non-présentation de candidature. Ce n'est pas un handicap. Alors, dès lors, l'évoquer comme raison du choix qui n'a pas été porté sur sa personne à lui, parce qu'il appartiendrait, lui, à un parti d'opposition, n'est pas fair, n'est pas clean. Mais est-ce que ce n'est pas réaliste plutôt? Est-ce que ce n'est pas moins naïf que de tenir compte des réalités politiques en disant ou en présentant la situation telle qu'elle? Non, on ne peut pas dire ça. On est quand même un milieu politique. Non, on ne peut pas dire ça. Au-delà du diplomatiquement correct ou du politiquement correct dont on peut faire preuve sur des plateaux de télévision, il n'y a que parfois certains sentent le besoin de dire les choses telles qu'elles sont et surtout en tenant compte de la réalité. Non, écoutez, il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il avait envie de dire, il a dit ce dont il a parlé avec la Calafia de manière informelle. Ça, c'est son choix. Il est libre de le faire, il l'a fait. Mais est-ce que c'est une question d'honnêteté? Non, lui pose un problème. Et en posant son problème, il le pose de quelle manière? Lui, la Calafia, lui a dit qu'on est en politique. Et effectivement, on va aller prendre quelqu'un du BR. Ça veut dire que c'est les partis de la majorité présidentielle qui se sont retrouvés pour choisir le directeur général des élections. Alors que lui, il aurait pu faire lui, il aurait pu faire le poids oui. de l'autre côté de la balance étant membre du FCBE. Globalement, voilà le contenu de ce qu'il voulait exprimer. Oui. Et ce que je dis, le poste n'est pas un poste politique. Et donc, du coup, mettre devant l'appartenance politique comme critère de choix et dire que, bon, voilà, les autres sont de la majorité et que lui est de l'opposition et qu'il aurait fait mieux. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de présenter la situation. Il avait envie d'être membre de la direction générale. Il n'a pas pu. Est-ce qu'il a déposé son dossier? Est-ce qu'il n'a pas déposé? Il a dit qu'il n'a pas déposé. Bon, s'il n'a pas déposé, mais alors de quoi il parle? Donc, du coup, il force le jeu. Je pense qu'il force le jeu parce que ce n'est pas une désignation. On dit recruter sur appel à candidature. Et l'appel à candidature a circulé dans les dossiers, doit circuler sur les réseaux. Et c'est ça, justement, la question que j'allais vous faire. Si le directeur général des élections est recruté sur appel à candidature, alors que, et là, il a fait une petite historique du présent d'ailleurs, parce que dans le présent, on a constaté que le nouveau directeur général des élections, qui vient juste d'être sélectionné suite à cette procédure, avait déjà démissionné après avoir été désigné pour siéger au conseil électoral. Est-ce que ce n'est pas trop de coïncidence? Est-ce que ce n'est pas un certain appel à candidature qu'on a lancé pour la forme, sachant très bien que c'est lui qui aurait remporté? On n'a pas dit ce qu'il fut. On n'a pas donné les compétences en matière d'organisation des élections. Sinon, on aurait vu qu'il en a en termes d'expérience. Oui, et le directeur général des élections est chargé de l'exécution des directives du Conseil électoral en matière d'organisation des élections. Oui. Tu vois, il a même le rapporteur, sinon il a le secrétaire de la Sénat. De la Sénat. Donc,
Il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Oui. On ne peut pas aller chercher un novice Oui, mais aujourd'hui, quand même, on alors qu'il y a comprend des ça. expérimentés. Oui. Et en la matière, aller à dire, on ne connaît pas autant que le directeur général actuellement. D'autant que Alain Diou a piloté des politiques. En tant que ministre, il a mis en scène le processus de la SEDA, le processus de la LEPI. Et il a fait des choses d'ailleurs. Absolument. Donc il connaît le secteur. Oui. Mais il le connaît beaucoup moins que celui qui est là. Oui. Donc, en termes de compétences, l'autre l'est beaucoup mieux que lui. De compétences et d'expérience, l'autre l'est. Adam Souley est beaucoup plus outillé que Kadiou. Ensuite, comme je l'ai dit, l'appartenance politique ou religieuse, elle c'est parce que je suis chrétien catholique, que je ne dois pas postuler, ou je suis protestant, ou je suis UP ou BR. Non, ce n'est pas des critères, ça. Donc, les critères, c'est les critères de compétence. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a les aptitudes pour être directeur général des élections? Personne ne remet ça en cause. Oui, mais la question que les gens se poseraient certainement en nous suivant, c'est de savoir, est-ce que c'est seulement lui seul dans tout le Bénin qui est plus compétent que les autres? Non, je veux que c'est lui qui choisit. Il s'impose pour une personne. Oui. C'est un poste pour Et d'abord, il démissionne du conseil électoral, sachant qu'il allait postuler. Est-ce qu'il aurait pu échouer là? Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sérieusement, en tenant compte des réalités politiques? Moi, attends. Non, c'est ce que je vous dis. Il serait illusoire. Je pense qu'il serait il serait taquin. Oui. Hein, de regarder trop ce volet politique. À mon humble avis. Certains penseraient qu'il serait plutôt naïf de ne pas regarder ça. Non. Ce serait trop beau de penser que, bon, voilà, il n'est plus du coup acteur politique en s'asseyant sur ce fauteuil-là. Vous savez. Oui, on sait que les pesanteurs politiques comptent beaucoup dans... Ce qui est logique d'ailleurs, est normal. Oui, et puis c'est normal. un travail C'est pour ça que... technique, certes, mais pour les acteurs politiques. Non, il n'y a pas de même. Ce sont les acteurs politiques qui vont aux élections. Oui, mais l'organisation, d'abord, oui, l'organisation des élections est du domaine régalien de l'État. Oui. C'est l'exécutif qui devrait le faire. Et moi, je suis toujours dans l'optique qu'on retourne l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. C'est son Là, travail. vous mettez le couteau dans la plaie. Non, c'est son travail. Pour moi, je ne dis pas demain, mais nous devons en arriver là. Ce serait État sérieux. comme faire un bond de géant dans le passé. Non, Reculer. non, on ne recule pas. Parce que le ministre de l'Intérieur est un agent de l'administration. Et pourtant, désigné par le président de la République. dans aucune grande démocratie, les élections n'est pas organisée par une commission électorale, CENI, Sénat, CENO, CENU. On est non, c'est des inventions tropicales. C'est des inventions Certainement tropicales. parce qu'on voudrait installer beaucoup plus de Est-ce transparence. qu'il y a une démocratie tropicale? On nous dira la démocratie est universelle. Oui. Mais pourquoi il doit y avoir des inventions alors tropicales pour organiser des élections? Vous voyez, parce qu'on ne se fait pas confiance. Et c'est justement, puisqu'on ne se fait pas confiance, il va falloir peut-être que les gens aillent. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué la question de région. Non. On n'a pas encore parlé de religion. Mais on a parlé de partis politiques. Lorsqu'on va chercher ça, on ne va pas trouver, on ira chercher l'appartenance religieuse. Après, on va pas chercher, on va chercher l'appartenance régionale. Et on va chercher toujours un lien pour montrer que tel candidat n'est pas plus utile que tel autre. Mais regardez par exemple. Regardez. Je pense que c'est Sangan qui a utilisé Tiando, qui a fait allusion quand même. La SEDA qui est passée n'a pas été mise en place par l'équipe de Patrice Talon. Mais qu'est-ce que l'opposition n'a pas dit contre la SEDA? Alors que c'est une SEDA permanente de 7 ans, mise en place en 2015 ou 2014, novembre, Oui. par l'équipe de Bodiaï. Absolument. C'est-à-dire, le président Tiando était secrétaire général à la présidence de la République. Par ailleurs. Et les membres, il y a le professeur Bossou. Personne n'a mis les mots entre-temps, mais sinon, il était conseiller à la HACA et on l'a envoyé là-bas. Et pourtant, cette équipe a organisé des élections législatives de 2015 Oui. qui a donné un perchoir d'opposants. Maître Adrien Ngwedji, pour être plus précis. Très bien. Ça a gagné la présidentielle de 2016 qui a fait gagner Patrice Talon au détriment d'un Lionel Zinsou soutenu par Boniaï, président sortant. Est-ce que ce n'est pas suffisamment, est-ce que ce n'est pas déjà suffisant pour montrer que on n'a pas besoin de s'appesantir sur ces questions-là? Même aujourd'hui, l'équipe de Tiando est partie, on gardera pendant longtemps faute mineure, non mineure, faute majeure. Oui. Mais c'est une erreur, c'est une faute de communication. En dehors de ça, il n'y a aucune faute technique. C'est une faute de communication. Hein? C'est aucune faute technique. Globalement, l'équipe de Tiando a assumé. Et pourtant, c'est des politiques. Donc, la question n'est pas là.
à mon humble avis, il faut déjà que la classe politique se fasse confiance. Et que lorsque vous voulez aller aux élections, vous alliez questionner les instruments, les ressources, les outils qui gouvernent cette élection et que vous vous prépariez. Qui voyant loin ménage sa monture, dit-on. Ouais. Comment vous préparez-vous? Quel garde-fou vous prenez, vous mettez en place? Une élection, c'est plusieurs phases. Il y a d'abord la phase électeur éligible. Est-ce que vous avez encouragé les vôtres à aller s'inscrire? Est-ce que vous avez suivi le processus? La NIP est sortie dans la semaine. La NIP a rencontré des partis politiques. Et on va y revenir. Voilà. Donc, la NIP qui est à la phase pilote de la mise en place de cette LEPI, De la LEI. la Ligue électorale informatisée, la NIP a communiqué. Mais il y a 2 ou 3 mois, le gouvernement avait déjà validé C'est ça. la feuille de route. Alors, il y a un dispositif qui est en place. Il appartient aux partis politiques d'aller aux informations. La NIP les a convoqués et leur a donné. C'est à eux maintenant d'ouvrir les yeux et d'être présents, de contrôler et d'attirer l'attention sur ça. Ils ont des instruments qui peuvent activer en la matière pour pouvoir avoir gain de cause en cas de défaillance. Par exemple, il y a des techniciens qui constatent des fautes, des huissiers de justice pour n'évoquer que ces cas-là. Ils ont beaucoup d'instruments, mais encore faut-il qu'ils se lèvent tôt. Là, une élection, c'est aussi une candidature. Alors, les élections législatives, on connaît le nombre de circonscriptions électorales. On connaît le nombre de candidatures par circonscription électorale. On connaît le nombre qu'il doit y avoir des suppléants au temps. Bref, est-ce que les dossiers, on connaît les dossiers à fournir. Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Est-ce qu'ils travaillent pour ça? Bref, il y a tout un processus. Oui, tout à fait. Qui attend les partis politiques. C'est vrai, c'est vrai. C'est à ça qu'il faut travailler que d'aller chercher l'appartenance politique de X et de Y. Oui, mais justement... On n'a pas donné l'appartenance politique des cadres directeurs techniques qui entourent le directeur général des élections. Et pourtant, chacun a son travail, chacun a son rôle. Et le directeur général des élections ne prend pas d'initiative. Il met en œuvre les délibérations en la matière électorale du conseil électoral. Oui, alors, sauf que, par exemple, c'est la DGE qui fait la compilation des résultats par arrondissement. C'est la direction générale des élections qui assure tout ce que peut-être la Sénat faisait, la Sénat dans l'ancienne mouture. Et là, un téléspectateur s'interrogeait aujourd'hui de savoir, est-ce que, vu ainsi, étant donné que nous sommes dans un contexte de réforme où une partie de la classe politique fait un certain procès au régime actuel de n'avoir pas l'habitude d'ouvrir vraiment les élections à ses adversaires, etc. Est-ce que dans un tel contexte, ce n'est pas peut-être objectif de voir que le travail qui attend cette DGE, là, au-delà peut-être du politiquement correct que vous évoquez, est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop immense, qu'on puisse le confier à quelqu'un qui vient d'un parti politique? Non. Soutenant l'action du chef de l'État. Je vous ai dit, monsieur Adam Soulé... Encore qu'Alain Aliou dit que, écoutez, que celui-là, ce téléspectateur, ne s'informerait pas trop si quelqu'un dit que, par exemple, écoutez, on met de côté la carapace politique de quelqu'un qui devient aujourd'hui directeur général des élections. Il dit que, donc, sous nos cieux ici, tout est lié. Et politiquement, ça compte aussi. Donc, oui, mais on appelle ça discrimination, si ce n'est pas un critère. Et donc, on ne doit pas utiliser des critères discriminatoires, ni dans un sens, ni dans un autre. Et donc, en la matière, les conditions intrinsèques de candidature, personne ne remet en cause le contenu de sa candidature. Personne n'exhibe son incapacité à faire le travail. Donc, on lui fait un procès. Procès d'appartenance à un parti politique qui se trouve soutenir la législation du chef de l'État. Est-ce que la démocratie interdit-elle que quand on appelle aux affaires, quand il a les compétences, quelqu'un qui soutient l'action du pouvoir exécutif? Ça, c'est non. On va pas... La frilosité, l'émotion est d'autant plus nègre quand on nous dit oui, il faut tenir compte donc de la situation et éviter, donc, et mettre une catégorie de citoyens de côté parce que certains par paresse sont incapables d'aller aux élections pour aller évoquer telle raison ou telle autre. Et donc, pour éviter qu'ils évoquent telle raison ou telle autre, qu'on mette de côté les catégories de citoyens parce qu'ils sont... Non, mais ça, c'est nivellement, c'est nivelé par la déraison. On ne peut pas niveler par la déraison. Il faut niveler
hein, pour avoir de la qualité. Et dans le cas d'espèce, la question ne se pose pas du tout. À partir du moment où personne ne refuse, n'interdit, personne ne lui dénie sa ne capacité. lui dénie sa capacité, sa connaissance du dossier et sa gestion, enfin, et la position qu'il est, et de par cette position, le travail, l'expertise qu'il peut apporter à ce conseil électoral, donc à cette nouvelle Sénat. Je pense que, vous avez dit que la compilation, c'est la direction générale, non. C'est la direction, c'est sous le contrôle de la direction générale, mais ce n'est pas le directeur général. Non, c'est pas lui. C'est des coordonnateurs. Oui, je ne sais pas si c'est le même nom, mais c'est des techniciens, oui. c'est des spécialistes. C'est la Sénat qui délibère. Oui, c'est la direction d'abord qui compile. Non. Sous l'autorité du conseil. Non, ce n'est pas la direction. C'est déjà au niveau des bureaux de vote que les scores sont connus. La direction ne peut pas inventer. On est d'accord. La direction ne peut pas inventer. Donc, aujourd'hui, là, il n'y a pas de raison pour que la nuit du premier jour des élections, on ait déjà l'essentiel. Et aujourd'hui, avec la téléphone, avec le numérique, tout là, la direction générale ne peut rien manipuler. Il faut qu'on soit clair et direct. La direction générale ne peut pas fabriquer des chiffres. Alors, pourquoi faire des procès à ces braves messieurs, dames? Je pense qu'il faudrait laisser les élections se dérouler tranquillement. Si moi, je suis candidat, ou je fais partie d'un bloc, donc d'un parti politique, et nous sommes candidats, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de procédures à mettre en œuvre, dont la surveillance, la veille et la surveillance. Il n'est pas interdit, il est même conseillé que les partis politiques aient des représentants sur les lieux de vote. Mais pourquoi, si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'avez pas accuser les autres de faire le travail? Allez chercher des moyens et allez surveiller. Compilez vos élections, notez-les, datez-les, et géographie, précisez les lieux, les bureaux de vote, les centres de vote, les bureaux de vote, et on verra s'il y aura quelque chose qui va changer fondamentalement. Si vous êtes là, vous dénoncerez d'éventuelles dérives. Mais si vous n'avez rien dénoncé, la direction générale des élections ne fabriquera pas les chiffres. Ne l'a jamais fait d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que... Et puis, il y a le contentieux lié aux des scores. Donc, le contentieux du dépouillement et le contentieux des résultats. Donc, en la matière, il n'y a pas... On parle de l'élection législative, donc il y a un contentieux lié à ça, et bien organisé dans la Constitution, dans le Code électoral. Donc, alors, à partir de ce moment-là, faire ce procès-là n'a pas de sens. Je pense que M. Adio a voulu être à cette place, il ne l'a pas. Que Dieu le garde et lui permet d'être ailleurs. Je sais qu'il c'est un haut cadre, il est pétri de compétences, ça c'est vrai. On l'a vu par ailleurs, ici ou là, il a montré ce qu'il sait faire. Et c'est dommage que la République, au-delà des fonctions politiques, que la République n'utilise pas ses compétences parce qu'il en a d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas dit que c'est un seulement niveau, comme il peut l'utiliser comme directeur général des élections. Par exemple, il peut être utilisé. Moi, je pense que, même au niveau du conseil électoral, je ne sais pas s'il est dans cette logique, ou si le président de la Sénat est dans cette logique. Peut-être que sa bannière politique... Il peut être au service de son parti politique, mais comme consultant, comme expert en la matière. Donc, en fait, il a des compétences qui peuvent être mises en exploitation, mises en valeur, pas nécessairement à la Sénat. Donc, c'est pour vous dire qu'il en a. C'est à lui maintenant de le faire fructifier là où c'est possible. C'est ça. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la rencontre qui a eu lieu cette semaine avec les différents représentants des partis politiques. Cette rencontre a été convoquée par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, notamment au sujet du modus operandi de la liste électorale informatisée, le processus qui va conduire à la confection de cette liste. Et justement, si nous restons dans le cadre du duel des postures de M. Alain Adiou, que nous avons reçu ce matin, qui peut-être exprime une certaine opinion, que porte aussi une partie peut-être de nos citoyens, c'est qu'il faut rester assez vigilant parce que les listes électorales constituent des leviers importants, même on va dire tellement sensibles, si bien que lorsqu'on voit un peu comment ça se fait, il faut peut-être savoir raison garder. Est-ce que ce n'est pas juste Une fois de plus, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. On n'est pas dans le cafouillage de la Lépi, non. On n'est pas dans les cafouillages de 2010-2011, non. On a évolué. On a évolué sérieusement avec la NIP
et dans le processus déjà de confection des documents de personnel numérique. Je pense que depuis 2 ans, pratiquement, l'ANIP expérimente un certain nombre de procédures qui fonctionnent très bien et qui permettent aux gens d'avoir des actes de naissance numérisés, comment on appelle ça Oui, numérisé, c'est vrai que ça s'appelle l'acte de naissance sécurisé. Sécurisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc des certificats d'identification personnelle et donc la carte biométrique. Je pense que tout ça, au moins c'est des données informatiques. Oui. Ça ne peut pas ne pas faire foi. Ensuite, il est dit que on doit l'afficher à quelques années, pas 120 jours avant les élections, non bien un certain temps avant les élections, on doit afficher ça au niveau des arrondissements, des communes, pour que les gens contrôlent et fassent remonter leurs observations. Ils peuvent même demander des rectifications. Je pense que toutes ces informations-là leur ont été apportées par le gestionnaire mandataire. Ils peuvent lire ça dans le code électoral. Donc, en clair, et le code électoral date de novembre 2019. Donc, c'est bientôt 3 ans que ce code est d'actualité. Il est temps que les gens lisent, c'est ça que je vous dis. Quand vous voulez aller à une élection, essayez de vous approprier les textes qui font l'élection ou l'activité. Et donc, dans le cas d'espèce, le travail du gestionnaire mandataire est un travail pédagogique. L'initiative qu'il a prise est une initiative pédagogique. Et j'espère que les partis politiques feront l'effort de se mettre en ordre de bataille pour contrôler dès que les listes seront affichées. Parfois, on voit les listes sont affichées, mais personne ne défile. Oui. Personne n'y va. Et au dernier moment, on va dire, je n'ai pas vu mon nom. Alors que vous pouvez encore faire des changements actuellement. Tant que c'est affiché et vous voyez vos noms, vous ne voyez pas vos noms. Vous voulez de telle zone de tel arrondissement, vous n'êtes pas... Bref, vous allez voter à tel poste de ces vote. détails peuvent être corrigés. Oui. Aujourd'hui, le gestionnaire mandataire a clairement dit que actuellement, lorsqu'on voit un peu le RAVIP, les données du RAVIP, d'abord le recensement administratif à vocation d'identification de la population, le RAVIP, avait été fait pas du tout sur une base électorale. Justement, c'est ça que dit, c'est les données générales. Oui. Donc, il faut que les citoyens aillent compléter. Et là, on parle de 3 500 000 Béninois qui sont concernés très prochainement, qui devront aller à compléter leurs informations. Parce que ceux qui sont passés d'un âge à l'âge adulte, à l'âge mature, à la majorité. Oui. Vous et moi je n'ai pas d'informations à compléter. Ça fait près de 3 décennies que je vote. Donc, du coup, je ne pose pas en me concernant. Sauf si j'ai envie de changer un certain nombre de localités. Donc, il y a une formalité à faire sur ma LEI, au niveau de la LEI. Donc, je pense qu'à la matière, il appartient à chaque parti politique de parler à leurs militants. C'est à tous les partis politiques de parler à leurs militants pour que les gens aillent revoir ce qu'ils doivent corrigent, et alerte aux besoins l'ANIP. Parce qu'à la matière, ce n'est pas la Sénat. La Sénat reçoit la liste. La Sénat reçoit la liste. C'est ça. Il me semble 120 jours avant les élections. Et s'occupe alors de sa gestion aux fins électorales. Voilà, le processus. Et l'ANIP est une institution de l'État, est une structure étatique qui fait un travail qui n'est pas lié aux élections, qui fait un travail lié à l'identification des personnes privées et après, maintenant, des personnes physiques. Des personnes physiques. Et après, un pan de cette donnée à la disposition de la Sénat, le pan électoral pour pouvoir continuer à faire. Mais vous savez que ces dernières années, on a eu beaucoup de plaintes au sein de la classe politique. Certains estiment, d'ailleurs je crois que vous faites partie de ceux-là, qui pensent que nous avons aujourd'hui peut-être une certaine partie de notre classe politique très capricieuse. Vous avez l'impression que nos acteurs politiques vont vraiment s'entendre autour de cette liste lorsqu'elle sera peut-être prête? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. La liste, c'est la liste. Oui, bien l'État, on leur donne l'occasion d'aller corriger. S'ils ne corrigent pas, la liste va sortir sur la liste. Certains estiment qu'ils ne siègent pas, par exemple, à l'ANIP pour pouvoir voir un peu comment ça se fait. Pourquoi vous riez? Est-ce qu'ils siègent au ciel? Et pourtant, tout le monde va chercher le paradis. Pourquoi ils ne doivent pas siéger au ciel pour jouer de leur arrivée au paradis? Pourquoi ils ne doivent pas envoyer des gens au ciel? Pourquoi ils ne font pas ces revendications-là dans les temples, les mosquées, les lieux, les synagogues, où les partout ils passent pour pouvoir invoquer le bon Dieu? Non, il faut soyons sérieux. Sauf qu'ici, il y a des gens qui gèrent l'ANIP, qui
sont là. Et ils le font au nom de l'État, comme, Oui, comme il y en a qui gèrent les élections, les examens nationaux, comme il y en a qui gèrent les concours. Sauf que là, ça concerne enfin, toute la classe politique. L'autre concerne aussi tous nos citoyens, pas pour les examens nationaux, concerne toutes les familles. Non, la classe politique, elle est gâteuse. Elle est gâteuse. Il faut qu'on puisse revenir aux fondamentaux, que nous sommes tous égaux devant la loi, qu'on soit homme politique ou toi simple citoyen. Alors on a l'impression que quand ça concerne les hommes politiques, ça braille, ça crie, ça fait du bruit. Alors on ne s'occupe pas des questions liées à la pharmacie, des questions liées à la santé, des questions liées à l'éducation. Ça, c'est l'État, hein, ça, c'est la fait. Mais quand il y a l'élection, tout le monde veut être là. Oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le politique qui gouverne. Non, il y a des mandants. À travers des élections. C'est l'acteur politique qui gère tout. Non, c'est pas l'acteur. À travers des élections, le peuple confie son mandat, ses prérogatives à ses représentants élus. C'est eux qui font le travail. L'Assemblée nationale vote la loi. La loi n'a pas dit que tout le monde doit siéger là où on prépare les élections. Donc, ils ne siégeront pas. Donc, la loi n'a pas dit que tout le monde doit être d'accord sur la loi. On n'a pas besoin de leur accord. Il y a un processus. Ce sont les hommes qui font aussi la loi. Non, oui. Au moment où on fait la loi, on peut mettre... On peut mettre tout. La loi est la photographie d'une certaine opinion d'un temps. La loi peut évoluer, mais aujourd'hui, si vous êtes majoritaire à l'Assemblée, et là, c'est votre opposition qui passe. Il n'y a aucune pudeur. La loi, c'est le rapport de force politique à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on tourne autour. J'impose par la loi ce que je ne peux pas faire par la force. C'est ça, la politique. Donc, il ne faut pas qu'on pense que l'Assemblée nationale, c'est une sacristie où, voilà, on dit des bondieuseries, et alors, non. C'est un endroit où on dit des choses sérieuses, où on se bat proprement, on fait la bataille politique, la bataille des opinions, la bataille des options, la bataille des idées. Et ils vont, ceux qui ont reçu mandat pour y aller, et ils ont 4 ans, ils ont duré pour faire passer leur opinion quand ils sont majoritaires. C'est ça la loi. Regardez, comme je le dis toujours, Obamacare, comment ça a été dur au Parlement et au Congrès. Au Sénat, pour que ça soit passé. C'est la volonté de Barack Obama de faire passer cette initiative sur la santé. Donc, et après, Trump est venu défaire ça. Oui, Trump est venu parce qu'il a été élu par les Américains. Et donc, puisqu'il a été élu par les Américains, durant ce mandat, il dit, bon d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec cette affaire. Et bon, puisqu'il a le Parlement qui a pu le suivre finalement, il a fait ce qu'il a fait. Il n'a pas tout annulé. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de pudeur à faire passer ce qu'on estime être la volonté, avec la vision du développement par les députés, par le Parlement. Donc, en la matière, ceux qui ne sont pas là au Parlement doivent savoir bien perdre. Hein, Ils doivent savoir bien perdre. Et se ranger, oui. attendant peut-être que leur tour arrive. Sauf que leur tour ne peut arriver qu'à travers une élection. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils veulent bien suivre tout ce qui va se passer au cours des élections. Ils ne sont pas qui veut suivre. À la Sénat, il y a le représentant du porte-parole du chef de file de l'opposition. Il n'est pas de la majorité présidentielle, par exemple. Donc, ce n'est peut-être le mois, mais vous savez qu'il y a une certaine polémique qui prévaut autour du chef de l'opposition. Il y aura toujours polémique entre le poussin et l'œuf, qui est le premier. Vous avez la réponse? Il y aura toujours des polémiques du genre. Les gens vont vouloir aller chercher la bête noire, les cheveux dans la soupe. Ils vont tout chercher. Est-ce que les élections sont organisées par la majorité présidentielle seule? Non. Les élections sont organisées par un organe appelé la Sénat, disposant de 2 structures, pas une structure appelée la Sénat, avec 2 organes, un conseil électoral dont la composition est mixte, est ouverte. Donc on a les représentants politiques et on a les représentants des magistrats. Je ne sais même pas ce qu'ils vont faire là. Moi, je suis très réticent. Notamment, les magistrats, ils sont dans les tribunaux, notamment pour le volet pénal. Mais pourtant, le Parlement est resté. Alors qu'il y a des administrateurs électoraux, je continue de le penser que normalement, si le débat actuel, par exemple, était de dire, mais combien d'administrateurs électoraux formés par l'université d'Abomey-Calavi sont membres du conseil électoral et qu'on a, au lieu de ça, on a plus de magistrats qui sont déjà dans leur magistère, qui ont déjà leurs prérogatives,
Si on me pose la question comme ça aurait été un débat. C'est pas un débat contre les magistrats, mais c'est un débat pour dire, mais les magistrats, ils ont leur travail. Du point de vue professionnel, il y a la mission qui est dévolue aux magistrats. Et leur mission n'est certainement pas d'aller organiser les élections. Donc, logiquement, vous voyez, et pourtant, la loi les a habilités, et depuis un temps, ils sont dans beaucoup de structures. Or, entre-temps, l'État forme. L'université de l'État forme des compétences nouvelles. Il appartient aux députés de faire le point. Il appartient aux députés de faire le point et donc de régler cette question-là. Mais vous allez voir, personne n'évoque pas ça. Il évoque leur présence. Oui. Un peu personnel. Ouais, pour tout suivre comme Dieu laisse on a le une feu. classe politique gâteuse. On n'a pas de gâteuse, on n'a pas, on n'a pas des gens qui sont dans le développement. Et la plupart, c'est comment je vais faire pour que je sois là, pour que mon parti soit là. Pas comment nous allons faire pour que le Bénin en sorte grandit, non. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la nature du milieu politique? Récemment, il y a un politologue qui disait, à l'occasion d'un échange scientifique sur la politique, et que la politique, c'est là de dominer le peuple. Et un autre disait, de façon classique, on sait que la politique, c'est là de gouverner, mais les politiques entre eux, est-ce que ce n'est pas des acteurs qui ne sont que dans leur propre calcul? La politique, c'est un jeu d'intérêt. Donc, du coup, bon, oui. du coup, quand, ouais. Donc, on va leur dénier de chaque fois réclamer de participer au débat. C'est vrai. C'est pour ça qu'on avance. Quand ils ne sont pas là, ils bavardent, et pendant ce temps, le train marche. Et c'est ça. Et donc, qu'on ne vient pas demain dire... Et peut-être que ça crée des frustrations. Non. Des grincements de dents. Finalement, si c'est dans leur logique, ils vont toujours se plaindre parce que c'est dans leur logique. Frustrés, ils n'ont qu'à être frustrés. La loi, c'est la loi de la majorité. Le principe, c'est l'autre parlait de la dictature de la loi. Et je lui ai répliqué, oui, il faut la dictature de la loi pour que la dictature de l'état de droit. Voilà. Donc l'état de loi, dans toute démocratie, le premier principe, c'est l'état de loi. Là, vous parlez de René Agossa. C'est l'état de loi qui crée l'état de droit. Parce que c'est la loi qui crée les droits. Aucun droit. Nos droits à la naissance sont malaxés par le droit voté par les hommes. La nationalité, l'identité, le prénom, la patrie, tout est malaxé par le droit des hommes. Oui. Le droit voté au Parlement. Donc, du coup, l'état de loi est le principe fondamental de l'avènement d'un état de droit. Alors, on doit sacraliser les lois que nous votons. On peut les combattre, on peut continuer à les critiquer, mais on ne peut jamais dire je ne les applique pas. On n'est pas, l'article 34 de notre Constitution est suffisamment clair que normalement, l'État doit mettre en place un dispositif pour frapper, comme je dis, punir, et je mets l'accent sur le R, dans un État libéral aussi. Punir, oui, par ces organes connus et compétents, oui, des citoyens de mauvaise foi qui remettent en cause cet article important de notre Constitution, l'article 34. Donc, en la matière, la loi doit s'appliquer à tous. La loi, elle fait tout. Au Parlement. Mais battez-vous pas aller au Parlement. Comme je vous ai dit, la Sénat a engagé les élections, le n'a pas pu aller au second tour. La Sénat, mise en place par Boni Yahi, a organisé 2 élections qui n'étaient pas favorables à Boni Yahi. Donc, du coup, on ne peut pas me dire que parce qu'on n'est pas là, on peut perdre, on va perdre. Non. 2015, on a eu un Parlement pratiquement égalitaire entre la majorité et l'opposition. Et au Parlement, l'opposition a gagné, le père choix. 2016, le candidat qui a gagné, finalement, les élections n'étaient pas le candidat dont les membres étaient à la Sénat. Donc, du coup, on ne peut pas me dire que c'est un critère pour gagner les élections. On ne peut pas. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi les gens pensent qu'ils doivent y être? Ils ne sont pas tenus d'y être. Ils ne sont pas tenus d'y être. Que dit la loi? Alors, donc, là où nous sommes aujourd'hui, tout se déroule de manière normale, telle que les textes l'ont prévu. Il y avait une feuille de route qui a été adoptée. Il y a le corps électoral qui n'a pas encore été convoqué, mais la date est claire désormais. La Sénat, la Cour constitutionnelle, profitant d'une question de la Sénat, a réglé, en tant que régulateur du fonctionnement régulier des institutions, a réglé en même temps cette question-là. Et donc nous connaissons à quel moment on va aller aux élections et à quel moment la nouvelle équipe de l'Assemblée nationale va prendre fonction pour un mandat de 3 ans. Donc tout ça est connu
Et on rentre ici dans le dispositif nouveau créé par la Constitution révisée de 2019 qui va nous conduire vers les élections générales de 2026. 26. Je pense que la classe politique doit apprendre à comprendre ces dispositifs-là que de se mêler et de s'occuper de la couleur politique de X et de Y. Oui, mais c'est vrai que la classe politique aussi, sur cette question de la date de la tenue de ces élections législatives, émet aussi quelques critiques, notamment sur le code électoral. Oui. C'est justement en répondant à la saisine du président de la Sénat que la Cour constitutionnelle a tranché. Mais il se fait que lorsqu'on parle de la tenue des élections législatives, le deuxième dimanche du mois de janvier, dans l'année électorale, et qu'on sait que 2023 n'est pas une année électorale, et que c'est l'année 2026 qui est une année où on devrait aligner les élections. Mais que finalement, la même loi dit que la disposition prend effet à partir des élections législatives de 2023. Elle ne se contredit pas la loi. La Cour constitutionnelle est en charge de la régulation du fonctionnement régulier des institutions. Nous sommes d'accord. Et donc, elle a tranché. Normalement, dès qu'on est... En tant que consultant politique, vous pouvez commenter. Non, la décision est sans recours, certes, non, mais elle est susceptible d'être commentée. Je ne commande pas cette décision-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens de mauvaise foi qui commandent déjà pas utiliser un langage guerrier ou un langage suspect pour encore nous conduire dans des agitations du genre comment interpréter l'article 200 à l'époque de 242 à l'époque. Alors donc, à l'époque, pour moi, la question des 10%. Ces choses ne peuvent pas. On ne doit plus perdre de temps sur C'est ça. On a tellement eu le temps de les dire plusieurs fois qu'on doit avancer. La Cour a tranché, on avance. On évolue. C'est exactement ça désormais à la matière. La Cour a tranché, on avance. Elle est dans son droit, dans son rôle. Et d'ailleurs, elle n'a rien inventé. La preuve, elle a démontré qu'elle n'était même pas en contrôle de constitutionnalité. Oui. La loi est déjà votée, promulguée. D'abord, la loi a été contrôlée conforme à la Constitution. Donc, à la matière, le projet ne se pose même pas. Il arrive quelques exceptions. Mais gardons, du point de vue technique. Où on saisit la Cour sur des dispositions d'une loi déjà contrôlée. Oui. Ça arrive. Si, ça arrive, c'est vrai. Et donc, ça n'a pas même déjà fait. C'est fait, par exemple. Et la Cour a quand même délibéré. C'est ça. Gardons quand même, du point de vue technique, que les dispositions constitutionnelles priment sur celles d'une loi. Et en la matière, l'article 117 et autres, c'est 117 ou 147, il me semble, 147 et suivant. Donc, en tout cas, des dispositions de la Constitution révisée ont prévu clairement que ces éléments prennent effet pour compter de l'année 2023. C'est ça. Donc, logiquement, quelques contradictions on puisse avoir dans le code électoral, tant qu'une disposition de la Constitution est évidemment claire, la disposition constitutionnelle prime sur la disposition législative, et donc en la matière, la Cour constitutionnelle n'a fait que rappeler ces principes-là et trancher. Et on évolue. Mais lorsqu'on voit un peu le contexte, la tenue, enfin, ou on va dire la fixation de la date de la tenue de cette élection, de ces élections législatives, la confession annoncée de la LEI avec les modalités qui vont avec, l'installation de la direction générale des élections avec les différents directeurs techniques de la DGE qui sont connus. Aujourd'hui, si vous étiez président d'un parti politique, je sais que vous ne l'êtes pas, vous êtes consultant politique, mais que feriez-vous actuellement, étant donné que nous sommes à environ 10 mois de ces élections-là, que feriez-vous? Je suis administrateur électoral, par ailleurs. Donc du coup, expert électoral. Oui, bien sûr. Vous avez fait beaucoup de recherches dans le sens. En la matière, 10 mois, c'est largement suffisant pour préparer les élections. Parce qu'en réalité, on aurait pu faire les élections en 10 mois ou 12 mois. Celui qui a vraiment préparé son affaire a encore le temps d'être dans les starting blocks et encore le temps de tout rattraper. Je vous l'ai dit, une élection a des phases. Donc, c'est comme aller à la guerre. La guerre, on ne se lève pas pour dire je vais à la guerre. On fait la revue de la logistique. On fait la revue de la troupe. On fait la revue des moyens. On fait l'analyse du terrain. On ne peut pas se lever pour dire je vais aux élections. Il faut se préparer. On doit s'y préparer. Et en 10 mois, un parti politique qui vit a de quoi se préparer pour être prêt. C'est vrai que les 10% vont faire saigner certains partis politiques. Ce n'est pas en 10 mois qu'on prépare 10%.
c'est quand, lorsque les partis sont incapables de se prononcer sur la vie politique, lorsqu'ils disparaissent, pour n'apparaître que à la veille des élections, c'est là qu'ils doivent se poser beaucoup de questions. Alors donc, non, je pense que la date des élections ne pose aucun problème. Mais alors, aucun. Et surtout, ne me parlez pas du fait. Je pense que ceux qui veulent aller Ah oui, justement, le 1er janvier, le jour de l'an, nous serons en pleine campagne électorale. Et alors, ça dérange qui? Les marchés ne s'animent pas le 1er janvier. Vous avez vu les marchés fermés le 1er janvier? Vous avez vu les rues vides le 1er janvier? Vous avez vu nos restaurants fermés le 1er janvier? Elles sont quand même moins inondées que d'habitude. Moi, je travaille le 1er janvier. On est d'accord, ça c'est les médias. Et chaque média a ses spécificités. Donc, alors, si moi... Les marchés sont moins encombrés les jours de le faire. Si les hôpitaux travaillent, oui. Si les radios travaillent, si l'aviation travaille, si la santé travaille, honnêtement, la classe politique, elle ne veut pas travailler. Elle n'est pas tenue d'aller aux élections. Si vous voulez faire des épiphanies, à ne pas aller faire campagne électorale, allez faire épiphanie. Et restez à la maison. Si vous voulez aller travailler, je ne sais pas, vous voulez jouer au Papa Noël ou bien vous voulez recevoir des cadeaux de Papa Noël pour ne pas aller en campagne, mais restez chez vous. Il y a tellement de personnes qui sont disponibles à le faire que sans vous, ça va tourner et il y aura élection. Donc, du coup, il ne se pose aucun problème en la matière. Je vous dis que il faut que la classe politique s'éduque. Je pense qu'on a une classe politique gâteuse, qui a grandi, qui a évolué dans cette complainte continue où on se lamente à longueur du temps lorsque les pauvres populations, rien que pour le retard de pluviométrie, doivent subir parfois la réalité négative des semences. Et la classe politique se bat pour son confort douillet. Et après, on va dire qu'elle se bat pour le peuple. Quel peuple? Je pense que moi, ce qui me dérange, c'est que nos populations, parfois, ne comprennent pas. Et parfois, leur offrent carrément le confort qu'ils attendent pour encore se complaindre et aller vers les compromissions, les forcer. Depuis l'avènement de Patrice Talon, cette donnée a beaucoup évolué. C'est ça qui fait que les gens, ils sont dans tous leurs états. Je pense qu'ils ont intérêt à se préparer pour les élections que de se lamenter, parce que s'ils se lamentent, ils ont compris désormais que depuis 2019, que les élections peuvent se passer. Même avec un parti, ça va se dérouler. Même avec un parti? Même avec un parti. Sérieusement? Puis c'est ouvert à tout le monde. Mais on ne peut pas forcer tout le monde à aller aux élections. On ne vous force pas pour aller voter. Oui, mais moralement, on peut être un peu mal à l'aise de faire une élection avec un seul parti. C'est-à-dire on va être mal à l'aise que les autres partis soient paresseux. C'est-à-dire que des partis ne soient pas en mesure de fournir la liste de candidature. Enfin, d'être en mesure de présenter une liste de candidature pour aller aux élections. C'est ça? Donc on ira maintenant leur dire, bon, venez passer aux élections parce qu'on en a besoin, comme on a fait en 2001, en cherchant le 4e candidat pour être colistier de M. Kérékou, pour qu'on ait au moins président sorti des urnes. Ouais, ça là, c'est une démocratie tropicale. C'est une démocratie tropicale. Ouais, il faut qu'on puisse être un peu plus sérieux. Si, je pense que sauf qu'il y a des questions de compromission aussi, au plan politique. Parfois, on fait des compromissions. Moi, ma conviction est forte, une élection est ouverte à tous, à travers la loi. C'est ça. Elle est pluraliste à travers la loi. Elle est sincère à travers les dispositifs de la loi. Idéalement impersonnel. Idéalement. L'a toujours été. Non, il n'y a pas d'idéalement, non. M. Kérékou a estimé qu'en 90, par exemple, on a fait la constitution contre lui. C'est lui qui a dit. Du point de vue scientifique, il faut qu'il donne des preuves. C'est son opinion, on ne peut pas lui dire non, mais c'est lui qui parle. Aujourd'hui, il y a la limitation d'âge depuis 90, où quand vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez plus postuler pour être candidat au Bénin. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Joe Biden, il est venu au pouvoir avec la 80e, on va dire. Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, il a été aux élections du 31 octobre 2020 à l'âge de 86 ans. Vous défoncez une porte qui est ouverte. On est d'accord, oui. C'est des exemples que vous prêchez dans mon jardin. C'est-à-dire, la loi est une photographie de mon instant. C'est la volonté. Donc parfois, elle peut ne pas être impersonnelle. Non, elle est impersonnelle. Il n'y a pas un nom qui est... Selon les historiens, la rédaction de notre constitution... Oui. Mais on n'a pas regardé un nom. Ok. D'accord. Ok. Si elle était personnelle. Oui, avec même les ISO aussi se sont plaints. D'accord. Mais après, ceux qui l'ont voté, ça s'est appliqué contre eux. On est d'accord. Ceux qui l'ont initié. Vous n'avez pas écouté le président du RLC dans ce plateau la dernière fois. Il dit, mais Sissou m'a parlé, c'est Irénée Agossa qui parlait. Le président Sissou m'a dit, bon, ils nous ont écartés.
Mais est-ce que lui-même, Soglo, est-ce que les sondages ne sont pas passés? Est-ce qu'il a pu? Est-ce que Boni Yahya a fait 2 mandats, mais il n'a pas encore 70 ans? Est-ce qu'il peut aujourd'hui être candidat? Est-ce que donc, il a fait le tour de tout ce qui, et à l'époque, en 90, était en mesure de dire, mais de toute façon, ça ne s'appliquera pas à moi. Mais à qui ça s'est appliqué? Ça montre que la loi est impersonnelle. Mais elle n'est pas moins une volonté d'un instant. C'est ça. Au moment où la loi se votait, elle n'est jamais impersonnelle. Elle est du point de vue stricto sensu, c'est-à-dire du point de vue principe impersonnel. Mais il y a toujours une volonté politique, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière une loi. C'est l'instant d'un moment, c'est la majorité de l'instant qui fait passer une loi. Et comme je vous l'ai dit, la Constitution de français de 58, une fois qu'elle a été votée en 61, en 62, Charles de Gaulle a estimé qu'il lui fallait un pouvoir fort. Il lui fallait avoir une légitimité qui l'oblige à affronter directement les Français. Il ne voulait pas être une sorte d'objet qui inaugure les chrysanthèmes. Et il a fait la révision de la Constitution. Et donc le président est élu haut. C'est seulement dans l'Europe occidentale, ce n'est qu'en France que c'est ainsi. Que le président de la République est élu sur l'adversaire et que le président français a tant de pouvoir. Et que le président qui a tant de pouvoir, après ça, il faut aller peut-être voir vers Poutine, par exemple, vers la Russie. Alors donc, vous comprenez que la loi, c'est la photographie d'un instant. Et elle est la manifestation de la volonté politique de la majorité du moment. Et tant qu'une loi est faite pour être amendée, donc du coup, si on voulait cette affaire de limitation d'âge, on l'aurait déjà foutu en l'air depuis longtemps. Absolument. Même si la Cour en avait fait, un jour on en a fait des options fondamentales de la Conférence nationale, ce qui n'a jamais été le cas. Mais bon, on a dépassé ça. Mais de toute façon, on peut réécrire une nouvelle constitution. Oui. Il n'est pas dit que cette constitution va rester la même 100 ans encore. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire quoi. C'est pour vous dire que la loi, telle que votée, s'impose à tous. C'est ça. Mais une fois qu'on dit qu'elle s'impose à tous, au moment où vous pensez que vous pouvez la changer, vous la changez. On a dit que notre constitution ne peut jamais changer. On a bloqué. Elle a été changée en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça. Après, moult tentatives, moult marches, parce que... Ça s'est finalement passé d'une façon aussi banale. Rapidement, parce que ça devrait être le cas. C'est ça. Et on a 2 autres sujets à aborder à bâton rompu, et ceci en quelques minutes. D'abord, le président Patrice Talon, qui est, selon les rumeurs sur la toile, est annoncé pour présider l'UEMOA. Nous savons que l'UEMOA, c'est une présidence tournante. Patrice Talon à la tête de l'UEMOA, ça suscite quoi en vous, si éventuellement si ça arrivait? D'abord, je veux bien conclure cette affaire des élections. D'accord. En disant qu'il est important que notre classe politique se mette au travail. Les situations que nous avons connues en 2019, 2020, puis peut-être 2021 ne sont pas reluisantes. Elles ne sont pas reluisantes, tout simplement parce que nous n'offrons pas une belle image de notre démocratie. Et pourtant, à l'organisation, tout se met en place. Nos textes ne sont pas touchés à volonté. Ces textes existent depuis 2019 déjà. Il est important, il est utile que la classe politique se mette au travail et organise vraiment sa préparation des élections. S'il y a des observations, il n'ont qu'à les soulever. Mais les procès d'intention ne peuvent pas permettre au processus électoral d'aller de l'avant. Et il est important par ailleurs, comme je le dis toujours, qu'on professionnalise l'organisation des élections. Il y a des spécialistes de la question qui sont formés par l'université. Il est temps que nos parlementaires se réveillent et confient ce secteur-là aux spécialistes. Ceux qui sont là ne le sont pas moins. Comme je le dis toujours, Sakalafia, il est dedans il y a longtemps. Quand vous regardez ceux qui sont au conseil électoral, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Quand vous regardez la direction générale des élections, c'est des pétris d'expérience. Oui. Mais quand ils ont déroulé la liste, vous allez voir, ils ne sont pas des novices. Il y a beaucoup de techniciens, très peu de politique. Donc, en la matière, c'est outillé pour travailler. C'est lui, quelque part, c'est bétonné. Non, il n'y a aucun béton. Il n'y a que les gens qui ont travaillé sur les chiffres et préparer l'élection. De manière... Il ne peut pas tout faire aujourd'hui. Il ne peut plus tout faire. Il faut qu'il confie certaines choses, qu'il externalise certaines pratiques. Il faut qu'il prépare, comme on prépare la guerre, il faut qu'il prépare l'élection. Sinon, c'est l'élection qui vous confère la légitimité, donc le droit d'agir au nom du peuple. Et c'est là que vous pouvez passer votre volonté pour le transformer en volonté du peuple. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit. Et l'obéissance sans devoir. Jean-Jacques Rousseau a dit l'autre, c'est exactement le principe. Et donc,
Si les gens veulent que leur volonté soit en mesure d'être traduite en loi, c'est l'occasion pour eux de travailler pour aller au Parlement. Puis c'est de là que le processus peut se mettre en branle et s'achever si les options sont conformes à la Constitution. Et alors, puisque vous citez Jean-Jacques Rousseau, il disait aussi que le respect des lois concerne la liberté. Exact. C'est ça. Du coup, donc, l'un complète l'autre. Voilà. C'est pour vous dire clairement, il faut que notre classe politique se mette vraiment en branle pour les élections. Il y a beaucoup d'expertise dans le pays aujourd'hui pour les accompagner. Il leur appartient de libérer un peu les finances parce qu'il y en a qui ferment les mains, qui croient qu'en étant au Manitou, au milieu de tout, ils peuvent tout faire et au dernier moment, ils sont bloqués. Il y a beaucoup d'expertise en matière fiscale, en matière électorale, en matière juridique. Il y en a beaucoup qui peuvent les accompagner. Patrice Talon annoncé à la tête de l'UEMOA, c'est une rumeur sur la toile. Bon, on va commenter les rumeurs, mais on peut quand même... Bon, l'information... Quand vous analysez un peu aujourd'hui la géopolitique de notre sous-région, il me semble qu'aujourd'hui le Bénin a le vent en poupe. Et Patrice Talon en place depuis 6 ans. Je pense que quand vous regardez un peu la situation, c'est peut-être avec... c'est peut-être le plus ancien après Ouattara après Faure et Ouattara. Sauf si je me suis trompé. Mais au niveau de l'UEMOA, je veux dire, peut-être il y a Macky Sall. Mais tous ceux-là ont déjà pris la fonction. Tous ceux-là ont déjà pris la fonction. Donc, il ne reste que lui. Et je pense qu'il a les talents, il a les qualités. D'autant que l'autre qui était président de l'Église, maintenant il a été mis de côté, le président Kaboré. Alors du coup, attendons que cela se fasse. Mais je pense que le président Talon a aujourd'hui tous les atouts. Vous voyez, il a passé 5 années pour rebâtir son pays. Vous voyez, il était resté beaucoup plus à l'interne. Depuis son second mandat, il a commencé par sortir, par être présent à l'international, par donner de la voix. Le Bénin devient de plus en plus présent. Quoi qu'on n'était pas totalement absent avant, mais là, c'est beaucoup plus présent sur la scène internationale. Et je pense que ce poste peut lui permettre de faire passer certaines bonnes idées qu'il a et qui sont déjà expérimentées au Bénin. La sous-région en a franchement besoin. Cela dit, c'est un poste également plein. C'est comme une patate chaude. C'est ça. C'est délicat, surtout avec la nouvelle donne géopolitique. Mais bon, impossible n'est pas Talon, a-t-on constaté depuis 5 ans ou 6 ans. J'espère que nous aurons à être fiers de notre président une fois qu'il prendra cette responsabilité. On va fermer les portes de cette émission avec un peu de sourire. Je vais nous proposer de suivre cette vidéo où l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo était chez, on va dire, un de ses amis, l'ancien président aussi nigérian, Olusegun Obasanjo. Did you also know that the special guest of honor for this Global Football match is 91. That's a goal. And now that's 1-1. Thank you, sir. Thank you, President Soglo. Now take your seat. I want everybody off the pitch because the match is starting years time for Baba at 90. Yes, sir. I think we need to compare picture. Is 91. President Soglo of the Republic. So all of the two presidents, let them engage themselves. Wow. Yeah, very good. So you can see President Soglo, Nigeria is winning to the Republic. Yes, the Republic has scored. It's about to score. To the Republic. Voilà, donc on a vu Nicéphore Dieudonné Soglo échanger quelques passes avec Olusegun Obasanjo. Enfin, c'est beau, c'est bien, c'est beau. Ouais, quand on a fini de faire tout ça, tout ce dont nous venons de parler, quand vous avez fini de manager, de gérer, de concilier, d'organiser, de faire tout ça, c'est beau d'avoir du temps pour ça. Il y a une vie après la présidence de la République, il y a une vie après la politique, et c'est de
octogénaires, l'un nonagénaire, l'autre octogénaire. Je pense qu'il nous montre cet exemple-là. C'est beau. J'ai eu le président Soglo juste avant qu'il voyage. J'ai eu l'honneur donc d'apprendre qu'il devait partir. Et on a échangé un peu là-dessus. Et voilà, il était tout content de quitter le pays pour aller changer un peu d'air, surtout après les épreuves qu'il a eu à connaître un peu ces temps-ci avec la disparition de maman, de son épouse et la Covid qui a emporté certains de ses parents, sa sœur et autres. Donc, bref, il était tout content donc de changer d'air. Je pense que ces images ont de quoi nous faire sourire, mais également montrer aux hommes politiques, à la classe politique, qu'il y a une vie après le pouvoir et qu'il faut respecter le chef de l'État qui est en place. Parce que c'est une vie stressante. Et pendant le mandat qu'il travaille pour le peuple. Mais qu'après, d'autres viendront expérimenter également ce qu'ils ont. Chacun passe son temps, partira et d'autres viendront. Merci infiniment à vous, Agapit Napoléon Maforican. C'est sur ces propos que nous fermons maintenant les portes de ce numéro du décryptage de la semaine. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Passez une bonne suite des programmes sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine.